Très bien, nous allons terminer cette matinée avec une conférence qui était prévue demain. Donc c'est une équipe parisienne, représentée par un anglais, qui va nous parler de la situation pulmonaire chronique. Bonjour à tous. Donc c'est une présentation que j'aurais dû faire avec Anne-Laure Brun, mais qui n'a pas pu être présente, et qui sera faite également en deuxième partie par Antoine Calil pour la partie interventionnelle. Donc l'aspergillose pulmonaire chronique, c'est probablement sous-estimé, alors que c'est une pathologie qui est fréquente. 3 millions de personnes dans le monde, une grande partie sur des séquelles de tuberculose, et c'est une pathologie qui est grave, avec une mortalité qui peut atteindre 30% dans les 6 premiers mois et 50% globalement à 5 ans. Alors c'est un terrain de patients non immunodéprimés, ça c'est important, on va reparler du terrain, mais qui ont une pathologie pulmonaire sous-jacente. Ça peut être la tuberculose, ça peut être particulièrement important dans certaines régions du monde, mais ça peut également être la BPCO, plus rarement les sarcoïdoses au stade de fibrose, également de façon plus anecdotique un antécédent de pneumothorax, de cancer bronchique, de radiothérapie thoracique, et également dans un contexte d'asthme sévère avec sensibilisation fongique. Globalement, ça va être sur des terrains où il y aura une pathologie cavitaire, ou alors ou cumulée avec la prise de corticoïdes inhalés ou Péros à faible dose. Alors la séquence, le patient inhale les spores d'Aspergillus, il va se coloniser ses voies aériennes à Aspergillus, et puis il va y avoir une interaction entre ce champignon et l'hôte, et en fonction du degré de déficit immunitaire présent ou absent, ou au contraire un statut d'hypersensibilité, les manifestations ne seront pas les mêmes. En cas d'hypersensibilité, on va avoir des manifestations à type d'asthme avec sensibilisation fongique, d'ABPA. Ensuite, la défense peut être normale. Il peut y avoir une immunodépression modérée ou une immunodépression sévère. Et en fonction de ces différentes situations, on n'aura pas les mêmes manifestations. En cas de défense normale, souvent le champignon est éliminé. Mais s'il existe un parenchyme sous-jacent qui est pathologique, et en particulier s'il existe une cavité préexistante, on va pouvoir voir le développement d'une aspergillose pulmonaire chronique, ou bien sous forme d'aspergillome simple, ou bien sous forme d'aspergillose pulmonaire chronique cavitaire. En cas d'immunodépression modérée, on va pouvoir voir se développer une aspergillose pulmonaire semi-invasive, et en cas d'immunodépression sévère, une aspergillose pulmonaire invasive. Ça, c'est le schéma classique. En fait, on s'aperçoit qu'il y a des chevauchements entre les différentes formes d'aspergillose et un continuum dans le temps avec des possibilités de forme de passage donc d'une forme à une autre. On peut schématiser ces différentes formes d'aspergillose sur ce schéma qui reprend chez le patient qui a un déficit immunitaire modéré la subaiguë invasive, et lorsque l'immunodépression est plus sévère, l'aiguë invasive. Lorsque le patient a une immunité normale, c'est l'aspergillose pulmonaire chronique, et c'est de ça que je vais parler. Et puis lorsque il y a une réponse hyperimmune, vous avez la BPA, l'asthme sévère avec sensibilisation fongique ou la sinusite allergique. Alors en termes de terminologie à employer, vous voyez que les termes qui ont pu être employés dans les manifestations infectieuses et qui incluent donc l'aspergillose pulmonaire chronique sont extrêmement nombreuses. C'est un petit peu compliqué de s'y retrouver. Et là, vous avez les manifestations d'hypersensibilité. Ça c'est simplifié, et voilà ce qui reste en fait. Et c'est ce dont je vais parler, l'aspergillome simple, l'aspergillose pulmonaire chronique cavitaire, qui peut évoluer vers une aspergillose pulmonaire chronique fibrosante, la forme nodulaire de l'aspergillose qui est peu connue, qui n'est pas très fréquente, mais qui est important de connaître, et puis les formes semi-invasives et invasives. Alors, l'important, la frontière entre aspergillose pulmonaire chronique et les formes invasives, subaiguës ou aiguës, ça va être non seulement le terrain, mais également la durée d'évolution, puisque l'aspergillose pulmonaire chronique se développe sur au moins 3 mois, alors que les formes d'aspergillose invasive, subaiguë ou aiguë, ça va être moins de 3 mois. Donc ce délai de 3 mois est important à avoir en tête lorsqu'on va parler d'aspergillose pulmonaire chronique. Je vais rapidement parler de la forme nodulaire, donc peu fréquente,
moins de 10% des formes d'aspergillose pulmonaire chronique dans un centre qui faisait que de l'aspergillus au Royaume-Uni. C'est une forme trompeuse, puisque ça va se manifester par des nodules qui peuvent être uniques ou multiples, qui peuvent avoir des aspects variés, des contours réguliers, des contours spiculés, parfois calcifiés, parfois excavés. Leur taille également est variable, on peut retenir une taille moyenne de 2 cm, mais en réalité on va avoir des lésions très volumineuses ou des lésions de plus petite taille. Et puis, autre élément perturbant, c'est l'hypermétabolisme habituel au 18 FDG. Et vous voyez bien que d'emblée, le problème va se poser avec les étiologies tumorales. Ici, des exemples qui sont issus de la littérature avec un cas de nodules multiples de contours plutôt lisses, un autre cas avec des nodules de contours très spiculés. Voilà, donc le diagnostic de certitude, il repose sur l'histologie parce que c'est sûr que dire que c'est de l'aspergillus là-dessus, c'est difficile. Le problème, c'est que ce sont des patients qui peuvent avoir une fonction assez altérée et qui ne sont pas forcément tous biopsiables. Et donc, on se contente, dans un certain nombre de cas, d'un diagnostic de probabilité qui va être une sérologie positive et l'évolution sous traitement. Le problème, c'est que la sérologie positive, elle n'est retrouvée que dans moins de la moitié des cas. Et l'évolution sous traitement attendue, c'est une diminution qui est généralement assez lente. Et dans certains cas, c'est simplement une stabilité dont on va se contenter pour retenir ce diagnostic. Et là encore, ça va être le cas chez des patients qu'on ne pourra pas biopsier. Les diagnostics différentiels, comme je vous l'ai dit, c'est avant tout le cancer, mais ça peut être également d'autres infections fongiques, le tuberculome également. Alors ici, un cas donc de notre centre, un patient qui était très grave fonctionnellement, chez qui on voit un nodule de contour un peu irrégulier au niveau de l'apex gauche. Il a une BPCO sévère, il n'est pas biopsiable. Il a une sérologie positive, aspergillaire positive. On se raccroche à cette sérologie positive en se disant on ne peut pas en faire le diagnostic, on va faire un traitement anti-aspergillaire. Malheureusement, sous traitement antifongique, le nodule augmente de taille et donc là on se résout à faire un wedge. Et en fait, c'est l'anapathe de la chirurgie qui va donner le diagnostic de nodule aspergillaire. Donc, l'évolution sous traitement, on s'attend à ce qu'elle diminue, parfois elle est stable. Quand ça augmente, ça n'exclut pas non plus le diagnostic de nodule aspergillaire, parce qu'il peut y avoir des résistances. Comme on n'a pas isolé le germe responsable, enfin le champignon en cause, on n'a pas pu faire d'antifongigramme. Et voilà, ça n'exclut pas le... Donc, c'est une situation difficile. Un autre cas également difficile, une lésion qui est excavée, alors c'est pas vraiment le nodule aspergillaire, mais il va venir ensuite, hein, une lésion excavée avec un matériel intracavitaire, ça ressemble beaucoup à l'aspergillose pulmonaire chronique cavitaire que je vais illustrer ensuite, une fixation qui était modérée au TEP scanner, mais là encore elle était d'évolution non favorable sous antifongique, et donc il a été décidé de faire une lobectomie supérieure droite, la biopsie thoracique n'avait pas été, biopsie transthoracique n'avait pas été contributive, et le diagnostic a été celui d'aspergillose pulmonaire chronique. Alors ce même patient avait un petit nodule au niveau du lobe inférieur droit qu'on devine ici en avril 2002, qu'on suit et en fait il grossit progressivement, finalement relativement rapidement quand même. Hein. Vous voyez qu'un peu plus d'1 an, il est devenu beaucoup plus gros et il grossit sous antifongique. Donc toujours la même situation, quand ça grossit sous antifongique, on essaie quand même d'aller plus loin. Il a une biopsie transthoracique et ça répond à adénocarcinome. Donc toute la difficulté du diagnostic chez ces patients. Deuxième forme, l'aspergillome simple, c'est la forme la plus connue de l'aspergillose pulmonaire chronique. En fait, c'est le développement d'une formation nodulaire au sein d'une cavité préexistante qui est typiquement parenchymateuse, c'est le cas le plus fréquent, mais qui peut également être bronchique, au sein d'une bronchiectasie généralement kystique, mais également au sein de la plaie, en cas de pneumothorax partiel. Ça correspond en fait, ça se forme à partir du feutrage de la paroi interne de la cavité par le développement de l'aspergillus qui va se détacher progressivement de la cavité. Et la balle fongique, ça correspond à un amas de filaments mycéliens, de débris cellulaires divers, de mucus. Voilà, elle est au départ accrochée à la paroi et puis s'en détache complètement, mais le caractère mobile n'est pas requis pour évoquer ce diagnostic. Il existe typiquement un épaississement pleural adjacent. Les aspects peuvent être un petit peu variés, c'est pas toujours la belle balle fongique, je vais l'illustrer sur des exemples un peu après. Il n'y a typiquement pas d'anomalie du parenchyme adjacent. La sérologie est très fréquemment positive, donc ça va être un élément en plus de l'aspect scanographique assez évocateur, ça va être la sérologie positive qui va être diagnostique.
c'est une lésion qui est stable sur plus de 3 mois. C'est une lésion un petit peu indolente, le plus souvent asymptomatique ou qui se manifeste avec un petit peu de tout. Et dans certains cas, par contre, ça se complique d'hémoptysie. C'est la complication principale qui justifie de discuter la chirurgie. À savoir que la régression peut être spontanée dans environ 10% des cas. Alors voici différents exemples au sein d'une cavité post-tuberculeuse, au sein de bronchectasie. Un autre cas au sein de bronchectasie, c'est un patient qui avait des grosses bronchectasies avec plusieurs aspergillomes qui se baladaient d'ailleurs au cours des suivis successifs. On voyait l'aspergillome qui n'était pas toujours au même endroit. Ici au sein d'une cavité pleurale, et là d'un cancer excavé. Alors on se doute bien que dans un contexte de cancer excavé, il ne va pas forcément y avoir une stabilité sur 3 mois, mais c'est pour illustrer que ça peut se développer en fait dans toute cavité existante. Ici un aspect de lésion qui est calcifié. Ici un aspect qu'on qualifie de ruban. Ça a la même signification que la belle balle fongique. C'est un espèce de ruban entortillonné dans la cavité. Alors dans certains cas, le diagnostic est difficile lorsque le nodule n'est pas détaché de la cavité. À l'extrême, c'est ce que vous avez ici. C'est sûr, quand on voit une image comme ça, le premier diagnostic auquel on pense, c'est le cancer. Mais ça peut correspondre éventuellement à un aspergillome, quand même un problème difficile. Dans certains cas, vous n'avez pas le beau nodule, mais vous avez quelque chose avec des densités mêlées, aériques et tissulaires. Parfois, le nodule va combler quasiment complètement la cavité. Vous aurez juste un croissant clair au pourtour. Et c'est ce croissant clair qu'il faudra bien regarder pour identifier, c'est assez évocateur d'aspergillome. Par contre, lorsque ça comble totalement la cavité, bien sûr, vous ne suspectez pas l'aspergillome. Alors ici, une séquence évolutive qui montre une cavité post-infectieuse à parois fines, sans grande particularité. Et on voit qu'un peu plus d'1 an plus tard, elle s'est bien modifiée cette cavité, sa paroi s'est légèrement épaissie et surtout il y a un nodule intracavitaire qui est apparu, donc une image typique d'aspergillome intracavitaire. Dans l'intervalle, 1 mois plus tôt, vous voyez qu'il y avait eu un niveau hydroaérique qui était apparu. Ce niveau hydroaérique, il est peu fréquent dans les aspergillomes. Il se manifeste en général quand il y a une hémoptysie ou bien quand il y a une co-infection éventuellement bactérienne. Important de regarder cet épaississement pleural en regard qui est visible sur ces deux moments, en regard de l'aspergillome qui peut donc précéder l'image même de la balle fongique. Alors il y a des diagnostics différentiels, bien sûr, tout nodule intracavitaire n'est pas un aspergillome. L'important à retenir, c'est la sérologie aspergillaire positive dans plus de 90% des cas. Là, je vous ai mis un exemple de saignement intrabulle. Quelques jours avant, on voyait même à peine la bulle. Donc elle s'est peut-être soufflée, je ne sais pas très bien quel était le mécanisme. C'est pas forcément de l'aspergillus, ça peut être d'autres champignons. C'était 2 cas d'autres champignons dont je ne me souviens plus du nom précis. Enfin, en tout cas, c'est pas forcément l'aspergillus. Ici, c'était la présence de matériel intracavitaire dans une cavité post-opératoire précoce. Donc c'était là encore pas de l'aspergillus. Ici, c'était des causes tumorales avec un carcinome épidermoïde sous chimiothérapie. Et là, un adénocarcinome intracavitaire. Alors, c'est sûr que là, l'image est typique et ne prête pas tellement à discussion. Dans ce cas-là, c'est un petit peu plus subtil. Ça pourrait éventuellement faire discuter d'une cause aspergillaire, même si on va évoquer en premier dans cette image une aspergillose. Et puis ici, c'était une forme d'aspergillose pulmonaire invasive qui peut ressembler, mais simplement, c'est le terrain et l'évolution qui vont être très différents. Donc, les diagnostics différentiels vont être le saignement intrabulle ou un autre matériel intracavitaire, les autres champignons le concernent, et on va raisonner sur l'évolution, sur le contexte et sur d'éventuels symptômes associés. Alors j'en viens maintenant à la forme la plus fréquente et la plus grave, qui est l'aspergillose pulmonaire chronique cavitaire. Donc, je répète que ce sont des patients qui sont non immunodéprimés, mais avec une pathologie pulmonaire sous-jacente et une évolution dans la durée sur plusieurs mois. Ce sont des patients qui parfois ne sont pas diagnostiqués, qui vont évoluer sur même plusieurs années. On va aboutir à des formes très évoluées. On va voir que l'évolution non traitée peut être dramatique chez ces patients. Donc c'est important d'être bien conscient de cette complication relativement précocement. À l'inverse de l'aspergillome simple, vous avez des symptômes respiratoires généraux, des marqueurs inflammatoires élevés dans cette forme d'aspergillose qui était auparavant appelée aspergillome complexe. Il faut, pour évoquer ce diagnostic, avoir non seulement l'image, qui est assez caractéristique, mais également une preuve du champignon, preuve sérologique ou preuve microbiologique, au direct ou en culture,
de la présence d'aspergillus avec des fibroscopies et il est souvent recommandé de répéter les prélèvements microbiologiques. Bien sûr, il faudra exclure les diagnostics différentiels et le diagnostic différentiel principal, ça va être les infections à mycobactéries. Alors voilà comment ça se présente. Vous avez une cavité, donc vous avez besoin d'avoir dans cette forme d'aspergillose pulmonaire chronique cavitaire une cavité qui est généralement à parois épaisses, qui peut avoir du matériel intracavitaire, comme on le voit ici, il y a un petit matériel intracavitaire, et généralement, comme dans l'aspergillome simple, un épaississement pleural en regard. Il peut y avoir des condensations autour de la cavité qui sont plus ou moins visibles, donc ça pose un problème de traitement. La chirurgie peut s'envisager, mais c'est souvent des chirurgies très délabrantes, très complexes, et c'est pas du tout comme l'aspergillome simple. Alors ça peut être une forme évolutive de l'aspergillome simple, puisque ici en 2013 vous avez une cavité toute simple. En 2014 vous voyez apparaître l'aspergillome au sein de la cavité. Toujours un aspect d'aspergillome sans sein qui reste simple, qui grossit, l'aspergillome grossit au cours du temps. Et puis en 2017, vous voyez que l'ambiance autour de cette cavité s'est notablement modifiée avec des condensations qui sont bien visibles. Et donc là, on est au stade de l'aspergillome complexe ou de l'aspergillose pulmonaire chronique cavitaire. Alors ça peut se détecter sur la radio, bien sûr la radio n'a qu'un rôle très mineur dans cette pathologie, mais il faut toujours comparer les radiographies aux radiographies antérieures. Et vous voyez qu'ici, l'aspect s'était beaucoup modifié au niveau de l'apex quand vous comparez à 2013 où on devinait la présence d'une cavité. Alors un autre exemple où la cavité elle est très périphérique, c'est probablement une bulle, mais on pourrait discuter éventuellement d'un pneumothorax cloisonné. Vous voyez que d'emblée, en 2010, au sein de cette bulle périphérique, vous avez un petit peu de matériel intracavitaire. Donc ça doit alerter. Il faut se poser la question de la greffe aspergillaire. Et puis au cours du temps, les parois de la cavité s'épaississent, elles deviennent un petit peu irrégulières. Et puis on voit apparaître une authentique balle fongique en 2017, partiellement calcifiée ici, on a deux en réalité, avec une rétraction. On voit déjà apparaître des signes de fibrose qui constituent la complication sévère de cette forme. Alors parfois vous n'avez pas de matériel intracavitaire, c'est important, c'est-à-dire que l'aspergillome n'est pas nécessaire. Pour parler d'aspergillose pulmonaire chronique cavitaire, on va s'intéresser à la paroi, l'épaisseur de la paroi et à l'ambiance autour de la cavité. Alors la lésion peut se révéler d'emblée avec le diagnostic de la maladie sous-jacente et ça peut complexifier en fait l'interprétation et c'est notamment le cas quand ça survient sur une sarcoïdose. C'est généralement sur les sarcoïdoses fibrokystiques, comme on le voit ici. Vous avez des lésions cavitaires et vous avez beaucoup d'autres lésions. Ça prédomine dans les sommets et faire la part des choses n'est pas toujours si facile que ça. Donc ça représente une minorité des cas, mais finalement pas si peu. Dans cette série d'Avicenne, il y avait des co-infections dans la moitié des cas. 2 minutes, difficile. Voilà l'évolution à M12 sur fibroemphysème. Donc je passe rapidement. Une évolution qui peut être rapide. Ici, on voyait en quelques mois, on a plus de 3 mois, une image s'est considérablement aggravée. Puis d'autres cas d'atteinte bilatérale avec des aspergillomes, enfin des aspergilloses pulmonaires chroniques cavitaires bilatérales. L'infection à mycobactéries, ça peut mimer ou s'associer à l'aspergillose pulmonaire chronique. C'est très difficile de faire la part des choses. Donc il faudra toujours l'évoquer. Alors l'évolution fibrosante, c'est une évolution qui est naturelle. Lorsque ça n'est pas traité, c'est une évolution qui est redoutable. On va en parler lorsque ça va toucher au moins 2 lobes. Parfois, ça peut entraîner une fibrose complète, une destruction complète d'un poumon. Il peut déjà être abîmé par la tuberculose, mais en plus, quand il y a l'aspergillose pulmonaire chronique non traitée dessus, c'est catastrophique. Ici, une évolution. Sur la radio, vous voyez que l'hémithorax gauche se rétracte complètement en 3 ans. Notre exemple ici, au scanner, d'évolution un petit peu plus longue, mais là aussi qui aboutit à une destruction très importante du poumon. Donc la place de l'imagerie dans l'APC, ça va être surtout le scanner. Il va être injecté en fait pour le premier bilan et en cas d'hémoptysie. Et sinon, ce sera des scanners non injectés. Je remets cet exemple-là d'artefact de flux, qui est classique. Et donc éviter les temps précoces, il faut avoir des temps mixtes.
Le suivi, on va se baser sur l'épaisseur de la paroi de la cavité et pas sur le matériel intracavitaire, pas sur la taille de la cavité, c'est l'épaisseur de la paroi, l'épaisseur de la plèvre, et ça a été bien montré par Sandrine Codet dans cette étude. Ça a été retrouvé dans une autre étude sur la sarcoïdose, avec ici une évolution favorable, c'est le cas avec la sarcoïdose kystique, où vous avez les parois qui diminuent franchement d'épaisseur, une évolution favorable. Ici, une évolution en contraire péjorative, donc il faut être bien minutieux dans la comparaison. Vous avez avant, après, vous voyez qu'au niveau de la partie supérieure, ça s'épaissit franchement, donc c'est une évolution défavorable. Il faut rechercher une résistance, il faut refaire des prélèvements, éventuellement rechercher d'autres germes. L'évolution est parfois dissociée chez ce patient greffé, donc c'est pas tout à fait non immunodéprimé, mais enfin c'est le même type d'image. Vous voyez que vous avez une lésion qui est typique dans le lobe inférieur et que simplement des formations kystiques dans le lobe supérieur. Sous traitement, la lésion du lobe inférieur a ses parois qui s'amincissent et à l'inverse, on voit apparaître un épaississement au niveau du lobe supérieur. Donc évolution dissociée, malheureusement chez ce patient, il va finir par s'aggraver au niveau des deux sites. En cas de non-efficacité du traitement, 1, est-ce que le patient est bien observant dans son traitement? 2, et ça c'est très important, est-ce que c'est résistant? Et dans ce cas-là, il faut multiplier les prélèvements et donc c'est vraiment un point sur lequel Sandrine Codet, spécialiste du sujet, insiste énormément. Est-ce qu'il n'y a pas une co-infection, notamment à Mycobactéries, c'était le cas ici. Les limites de cette classification, du fait du continuum, du fait du chevauchement, ça a été bien illustré dans le schéma de Denning, une publication référente sur le sujet où on voit qu'il y a un chevauchement entre les différentes formes. Et puis parfois un passage d'une forme à une autre. Ici, une aspergiose pulmonaire subaiguë invasive dans un contexte d'immunodépression modérée, de cancer du sein, ou bien d'une sarcoïdose sous corticoïdes à forte dose. Non immunodéprimé, c'est les corticoïdes à plus de 10 mg par jour. En conclusion, l'aspergillose pulmonaire chronique, c'est une forme d'aspergillose non invasive qui touche des patients non immunodéprimés, mais qui ont une pathologie pulmonaire sous-jacente, plus de 3 mois d'évolution, cavité nécessaire pour en parler, pour l'aspergillose pulmonaire chronique cavitaire ou pour l'aspergillome, mais des formes nodulaires trompeuses, évolution fibrosante possible, redoutable, si le diagnostic n'est pas fait ou s'il y a une inefficacité du traitement, et importance de l'imagerie pour le suivi en se focalisant sur l'épaisseur de la paroi et l'épaisseur de la plèvre. Voilà. Je vous remercie. Très bien, deux questions. Alors, normalement, il y a... Pardon, normalement, il y a une partie interventionnelle. Voilà. Deuxième partie sera faite par Dr. Khalil. S'il n'y a pas de questions, on les fera tout à l'heure. Très bien. Donc, Dr. Khalil, Zoé, oui. C'est fort. Vas-y, Zoé. Je veux savoir, est-ce que c'est l'aspergillus fumigatus, est-ce qu'il y a un rapport avec l'environnement? Est-ce que ceux qui sont en milieu rural sont plus bien disposés que ceux qui sont en milieu urbain? Alors, je ne sais pas si c'est le milieu rural ou le milieu urbain. En tout cas, il y a des sources, tout ce qui est moisissure, c'est une source des plantes. Je fais l'organisation, vous inquiétez pas. Il y a certaines fleurs aussi. Non, mais je vais faire beaucoup moins. Alors moi, c'est des choses que des bribes que j'ai recueillies lors des stages. Et c'est des formations données par les cliniciens, donc c'est pas exhaustif. Mais je sais qu'il y a des tulipes hollandaises qui étaient sources d'un aspergillus particulièrement résistant. Voilà, entre milieu rural et milieu urbain, je ne pourrais pas vous dire. En tout cas, tout ce qui est moisissure, on n'aime pas, c'est sûr. Merci. Dr. Khalil, vous allez faire la deuxième partie, je crois. Bonjour, merci pour l'invitation. C'est toujours un plaisir de venir au Maroc. Je vais vous présenter, en fait, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas prendre un quart d'heure parce que j'ai faim. Donc c'est l'heure d'aller déjeuner, donc on va essayer de faire vite et bien. Donc la radiologie interventionnelle dans la prise en charge de l'aspergillose chronique, c'est en fait c'est le traitement médical. Et puis si on peut pas, c'est des fois le plus souvent on peut aller à la chirurgie et dans ce cas-là, la chirurgie est mieux que l'embolisation. Au moins on enlève tout, l'embolisation on fait que traiter les symptômes, notamment l'hémoptysie. On peut faire une installation d'amphobé, on n'en fait plus.
parce qu'on a eu des cas où on a une dissémination sur les nerfs intercostales et ça nous donnait une aspergillisation et ça se faisait très mal, donc dans ce cas-là, on en fait plus. En cas d'hémoptysie, qui est quand même la complication majeure de l'aspergillose chronique, c'est on fait un angio-TDM et puis on va proposer l'embolisation. Si le malade est opérable, il faut l'opérer. Donc la question ne se pose même pas. J'approche le micro plus, d'accord. Si le malade est non opérable et s'il y a une hémoptysie, il faut commencer par une embolisation bronchique et puis faire une occlusion clavitaire, mais ça on n'en fait plus. Donc je vous présente le cas par exemple ici de l'aspergillome biapicale sur séquelles de mycobactéries. On voit très bien les deux aspergillomes avec l'hypervascularisation majeure pariétale venant de cette thoracique interne avec la corrélation avec l'artériographie entre le scanner et on fait une embolisation. Et là on peut faire des trucs en couleur, c'est beau, mais ça n'a pas vraiment d'intérêt. Et donc là, vous voyez, avant embolisation et après embolisation. Cette malade n'était pas opérable, donc on était obligé de faire ça. Je passe rapidement sur l'instillation des antifongiques pour traiter l'aspergillome. Des fois, ça marche, et mais c'est vraiment... On a eu une complication, et puis c'est pas très efficace et ça a été arrêté. Je vais faire rapidement, c'est un malade qui est suivi pour une aspergillose chronique cavitaire sur séquelles de BK à gauche, hémoptysie importante. Donc là, vous voyez la radio de thorax. C'est une radio qui montre qu'il y a des séquelles importantes à gauche. Le scanner qui montre l'aspergillome et la remplissement de cavité. Et là, vous voyez sur les plusieurs images, et on voit que la masse. Et quand on fait des reconstructions coronales, vous avez, à cause de l'hypervascularisation, vous avez la mauvaise opacification. Et vous allez voir pourquoi c'est important que cette mauvaise opacification, c'était de mauvaise prédilection pour ce patient. Donc vous voyez, il y a l'hypervascularisation des artères systémiques bronchiques et vous avez aussi, regardez cette grosse diaphragmatique qu'on voit. Donc on fait l'artériographie. C'est bien à gauche, il n'y a pas de risque majeur, donc on embolise, on va avec un microcathéter, c'est de la technique, donc on embolise, et puis après, on est content. Mais il faut voir, celle-là, elle est très intéressante, parce que ce que vous voyez ici, c'est que quand on continue d'emboliser, vous avez des anastomoses qui s'ouvrent, et cette artère-là, elle va jusqu'au pied de la sous-clavière. Et le pied de la sous-clavière, si vous avez des billes qui partent d'ici, qui vont dans le pied de la sous-clavière, les billes après, ils ont intérêt, ils partent dans la vertébrale, et vous avez le mal alors qu'il est allongé, vous dites, monsieur, je vois double, j'ai la tête qui tourne. Et ça, c'est pas normal. Donc, il faut faire attention, c'est pour cela, on va faire des contrôles intermédiaires importants. Donc là, on a occlusé avec un col, il va bien, mais il reste quand même des petits crachats hémoptyliques, puis il a fait quand même une hémoptysie de 500 ml à J5, on lui refait l'artério, on trouve rien sur les artères bronchiques, et en fait, l'artère pulmonaire, quand vous faites l'artère pulmonaire, vous avez dans la nécrose un faux anémose de l'artère pulmonaire qu'on a embolisé. Et le malade, vous voyez, c'est le fait qu'on n'a pas pu bien opacifier l'artère pulmonaire avant, ce qui nous a mis en erreur. Le malade, il a été opéré parce qu'ils ont dit que c'est bon, on va faire le nettoyage, les chirurgiens. Ils ont opéré, contrôle de l'hémoptysie, le tas du poumon gauche, pneumonoptysie AJ2, et le patient, il n'a pas eu de récidive 4 ans après. Ça, c'est aussi un autre jeune homme de 41 ans, aspergillose chronique cavitaire sur séquelles de BK à droite avec fistule bronchopleurale, hémoptysie de 50 ml. On lui fait une embolisation. Vous voyez la cavité, on la voit bien, la cavité à droite. On continue et on voit qu'il y a l'épaississement de la paroi, il y a un peu de liquide, donc on fait une embolisation. Là, vous voyez le shunt, et ce qui vous explique, en fait, quand vous voyez, ça, c'est l'artère pulmonaire qui circule à contre-courant. Ce qui vous explique en fait les images, si vous opacifiez pas bien l'aorte, comme il vous a dit Mathieu, c'est que vous pouvez avoir des images de pseudo-EP ou de mauvaise opacification. Donc le protocole que nous on le fait dans le service pour une embolie pulmonaire, c'est en fait on part sur l'aorte descendante, parce qu'on n'est pas toujours derrière le malade pour surveiller l'injection, donc ce qui fait qu'on part sur l'aorte descendante et non pas sur l'artère pulmonaire. Donc là, on regarde, il n'y a pas de rameau médulaire, parce que c'est notre emprise quand on fait un thrombonque intercostal, c'est de l'intercostal qu'il y a un rameau médulaire qui en est, et en fait, celle-là, il y en avait un, vous me croyez, il est là. Et une petite image en épingle à cheveux. Ça, c'est notre hantise quand on fait, là, vous voyez, il y a une petite image en épingle à cheveux ici. Et ça, c'est vraiment le rameau médulaire, il faut faire attention. Donc, on va plus distalement, là, vous le voyez mieux, on le sort en négatif. Et donc, on occlue l'artère intercostale, on bouche la bronchique, il va bien. Ça, c'est une autre artère, donc on embolise tout, on est content, on fait la paroi, là c'est l'artère thoracique interne,
Et puis après, en septembre 2020, échappement à trottoir, après, échappement au traitement, il récidive, donc on dit on va lui faire une chirurgie préopératoire. Donc on l'embolise en préopératoire, le rameau médulaire est toujours là, on fait une embolisation, donc c'est bon. Et 2 ans après chirurgie, persistance d'une cavité de marsupialisation, vous voyez, le chirurgien il peut avoir besoin de nous quelquefois, et le malade il se remet en fait à saigner dans sa cavité. Et vous voyez qu'on a une hypervascularisation qui vient de la thoracique interne et des branches de l'artère intercostale. Et vous avez ici le trou avec le pansement qui est dans la cavité de marsupialisation. Regardez l'artériographie, on voit l'hypervascularisation majeure de cette thoracique interne. Ils vont vers la paroi en fait. On y va, on embolise une par une. Il faut prendre son temps, ça dure 1 heure, 1 heure et demie. C'est un peu difficile, un peu chiant, mais on le fait. Et puis là, j'avais fait aussi là pour vous montrer la Dame-Kevix. Vous voyez, la Dame-Kevix, on la voit très bien. Là, il n'y a pas de problème, je n'ai pas besoin de vous la montrer. Vous avez l'image en épingle à cheveux au niveau de T8, T9, et c'est vraiment quelque chose de visible même au scanner. Donc, septembre 2023, vous avez, il a eu la réparation, on lui a refermé la paroi et tout va bien. Donc, pour la radiologie interventionnelle, c'est un traitement qui est palliatif. En embolisation, c'est surtout un traitement palliatif. Attention à l'artère qui saigne, qualité de l'opacification de l'angioscanner. Place de l'embolisation en préopératoire est discutable. Il y en a des gens qui le font, il y en a des chirurgiens qui ne veulent pas. Ça dépend. Et hypervascularisation systémique non bronchique, et ça, ce qui est important. Et bien sûr, je ne vous en ai pas parlé des ponctions transthoraciques qu'on peut faire, mais il faut être sûr que la lésion n'est pas très hypervasculaire pour le saigner. Je vous remercie. Merci beaucoup pour votre intervention, monsieur. Alors, on passe aux questions de la salle avant de clôturer cette matinée. Alors, je vais essayer de profiter de mon micro pour pouvoir poser la première question. Alors, comme ça a été dit dans la première présentation, l'environnement de l'aspergillus, c'est un élément très important et très pronostique pour pouvoir anticiper l'échec ou la guérison d'une infection aspergillale. Alors, parmi les éléments justement prédictifs et pronostiques, c'est l'épaississement pleural associé qui permet justement de prévoir des récidives. Est-ce que dans l'intervention pour l'aspergillus, que ce soit la forme clinique, il faut agir sur la plèvre parce que c'est un élément de récidive, ou bien c'est le complément médicamenteux par les antifongiques qui permet de remédier à cette situation? En fait, l'épaississement de la paroi de la cavité et l'épaississement de la plèvre, qui sont d'ailleurs pas facilement distinguables. Hein. Souvent, on a l'épaississement de la plèvre est contigu à l'épaississement de la paroi de la cavité, mais c'est le point sur lequel on va juger de la réponse au traitement. Auparavant, on disait qu'il fallait regarder la taille de la cavité, la taille de la balle fongique, l'étendue de la condensation autour, qui étaient considérés comme des signes de bonne réponse ou pas au traitement. Et dans l'étude menée par Sandrine Godet, en 2016, je crois, à Croscan, il a bien été montré que les seules mesures qui étaient pertinentes et qui étaient corrélées à l'évolution clinique étaient l'épaisseur de la paroi de la cavité et l'épaisseur de la plèvre. Mais c'est vrai que dans des littératures plus anciennes, finalement, on trouvait les autres éléments. Ce qui est sûr, c'est que la taille de la cavité n'est pas un bon élément de réponse. Et l'aspergillome lui-même, il est de toute façon une mesure très difficile parce qu'il peut se mettre dans un autre endroit, il peut prendre une orientation ou une forme un peu différente. Et donc c'est pour ça, je pense que c'est par un manque de reproductibilité que ces signes n'étaient pas sortis. L'ambiance autour de la cavité, ça peut être autre chose que directement en lien avec l'aspergillus, ça peut être de la pyopathie organisée. Donc finalement aussi ça n'a pas été retrouvé. Et c'était les mêmes signes pertinents corrélés à l'évolution clinique qui étaient retrouvés dans l'étude sur la sarcoïdose, donc l'aspergillose chronique sur la sarcoïdose fibrocystique, hein, l'étude d'Avicenne. Ils ont trouvé les deux mêmes points, donc il faut vraiment se concentrer là-dessus et ce sont les points les plus importants. Mais c'est juste une réponse au traitement en fait. En termes de prédiction, bah, ça veut dire juste, si ça ne répond pas au traitement, c'est sûr que ça n'a pas bien évolué et que si, alors après on peut changer d'antifongique, mais le mieux c'est de le faire après avoir fait de nouveaux prélèvements, avoir un antifongigramme. Mais c'est vrai que c'est des problèmes qui peuvent être un petit peu compliqués et c'est des patients, parfois on se contente de stabiliser. Ce qu'on veut c'est éviter l'aggravation vers l'évolution vers les formes fibrosantes. Et puis essayer de stabiliser aussi l'état général, d'être symptomatique. Par rapport au premier
patient que vous allez présenter, fallait-il déjà démarrer par la chirurgie, parce que ça la qualité du corps n'était pas bonne, et puis il n'y avait pas d'espérance. Ah, oui, non, vous savez, en fait, la chirurgie, c'est que ces malades-là, bah, malheureusement, là, ils n'ont pas le choix, hein, c'est du sauvetage. Vous voyez, on ne se pose pas de questions, c'est que si on ne fait rien, il va mourir. Et quand on regarde son parenchyme de l'autre côté, il était pas mal, et on a pris le risque. Et des fois, il vaut mieux avoir un malade qui a un peu de peine à respirer, de ne pas pouvoir faire un marathon, de marcher normalement, monter 1 ou 2 étages et être en vie, que d'avoir quelqu'un qui va mourir parce qu'il va faire une... Et le fait d'avoir de l'aspergilisation, c'est ce que vous a dit le professeur Desbray, c'est que l'aspergilisation fait que le malade est fatigué, il est dénutri, et il y a tout ça qui rentre en jeu. Donc en fait, du moment qu'on enlève le foyer infectieux, il va pouvoir se nutrir, se nourrir, et normalement, il doit aller mieux. Vous voyez, c'est un foyer infectieux profond, quoi, l'aspergillose. J'ai juste une petite question par rapport à la confirmation diagnostique de l'aspergillose chronique, cavitaire ou fibrosante, parce qu'on a souvent des séquelles chez nous. Et je voudrais savoir le taux de positivité de la sérologie aspergillaire, parce qu'elle n'est pas toujours positive, ou est-ce qu'il faut l'exiger pour retenir le diagnostic? Est-ce que tu as mis et ou mise en évidence l'aspergillus dans les crachats? Est-ce que c'est parce qu'on peut trouver de façon voilà, pour retenir le diagnostic définitivement? Et puis est-ce qu'il faut avoir un argument évolutif si on n'a pas cet élément-là? Parce que on est souvent sur notre faim, on évoque. On sait qu'il y a des séquelles de tuberculose souvent chez nous. Il y a une hypervascularisation qui fait que la perte est parfois excessive sans que forcément l'aspergillose. À ma connaissance, ils font les deux. La sérologie aspergillaire, c'est sûr. Et ils font aussi les recherches par fibro d'aspergillus dans les crachats ou par fibro. Alors ce que je sais, c'est qu'ils n'aiment pas du tout la recherche d'aspergillus sur le lavage. Parce que c'est pas rentable en termes de qualité de prélèvement. Après, bon, ça dépasse un petit peu mes compétences, mais ils font les deux. Et sinon, que la sérologie aspergillaire, en général, on se raccroche à ça. Alors, dans l'aspergillome simple, le taux de positivité est élevé. Je ne voudrais pas dire de bêtises pour l'aspergillose pulmonaire chronique cavitaire. Je pense qu'il est un petit peu plus faible, mais ça reste quand même relativement... Le problème, c'est que la sérologie, elle est positive quand c'est du fumigatus. Et si c'est un autre champignon, voilà, la sérologie ne sera pas positive. Donc, faut répéter les prélèvements. Moi, c'est ce que j'ai tout entendu là, dans les staffs Aspergillus. J'ai entendu ça de façon extrêmement fréquente. Répéter les prélèvements. Et puis, je pense qu'il faut avoir l'habitude de faire le dernier scanner après le fin de traitement de tuberculose, si c'est possible. Parce que comme ça, on aura une base et puis on va avoir l'évolution. Et puis après, vous avez le suivi clinique. C'est que si le malade, vous suspectez une aspergillose chronique, vous le mettez sous traitement et puis vous voyez comment ça évolue. Oui, et puis il est symptomatique. S'il est symptomatique, normalement. Il y a des symptômes. Donc il y a des... L'aspergillose pulmonaire chronique cavitaire, ils sont symptomatiques. Merci beaucoup. Symptomatiques, signes généraux, syndrome inflammatoire. Merci beaucoup pour vos excellentes présentations. Merci à la salle pour son interactivité. Maintenant, on passe à la pause déjeuner. Je vous souhaite des bonnes nouvelles pour tout le monde. Il y a 2 restos au rez-de-chaussée. Donc, on va se partager. 1. 2, on va se permettre 30 minutes. C'est-à-dire qu'on reprend à 14h30, s'il vous plaît. Inscrivez-vous aux ateliers. Et les ascenseurs, ils sont à 2 niveaux, à deux endroits. Bon appétit. Il reste dans le salon, je ne peux pas...